L'expérience cinéma, elle se construit à partir du moment où tu rentres dans le hall. Ouais. Avant, les gens allaient au cinéma pour voir un film. Aujourd'hui, c'est pour voir un film en particulier. Commence à en faire des mèmes et que ça commence à être viral, ça a un impact direct sur le nombre de spectateurs. Barbie, tellement entendu parler. 6 millions d'entrées. Ouais. Trade Marketing Manager chez Universal Pictures, tu fais partie de la team Débrief Film, tu es passionné de cinéma, j'espère bien au vu de la thématique du jour, et tu es podcasteur. Et moi ce que je veux savoir, c'est au-delà de tous ces titres, de tout ça, je veux savoir qui est ce Jérémy. Ce petit Jérémy, tu l'as dit, mais c'est un passionné de cinéma. J'ai toujours été passionné de cinéma. Quand j'étais gamin, je voulais devenir comédien. Ok. Je sais pas pourquoi, une espèce d'idée un peu naïve comme ça. Mais ça m'a jamais quitté. Et au moment où j'ai passé mon bac, très simplement, je me suis tourné vers le cinéma pour faire des études de cinéma. Ok. J'ai appris à faire des films et petit à petit, j'ai eu différentes expériences jusqu'à arriver de la partie création-production à la partie business, distribution, chez Universal Pictures aujourd'hui depuis 9 ans. Ok. Est-ce que tu te rappelles du premier film qui t'a regardé ou qui t'a marqué? Tu as toujours un film que tu vois et tu dis putain, t'as un avant, un après, tu vois. À l'époque, quand il y avait des cinémas sur les Champs-Élysées, j'étais gamin, j'étais avec mon père et ma grande sœur et je regardais les affiches, tu sais, comme ça, j'étais vraiment en transe devant ça parce que c'était tellement énorme pour moi, alors qu'aujourd'hui, bon, avec ma taille d'adulte, je regarde les affiches, je dis oui, bon, c'est pas si grand que ça, mais ça m'impressionnait énormément et j'avais l'impression que j'allais rentrer dans un autre monde. Et je me souviens notamment, alors c'est pas le premier film que j'ai vu, mais que j'étais très impressionné à l'époque par la sortie de Mars Attack de Tim Burton. Il m'a choqué. Moi, je me rappelle encore de la tête qui explose là. Exactement, et puis il y avait des files d'attente de dingue devant les Champs-Élysées. Et je me souviens, pour la petite anecdote, on est arrivé un peu en retard avec mon père et ma sœur. C'est dit, bon, en fait, on va jamais rentrer, parce que tu sais, à l'époque, il fallait que tu fasses la queue pour avoir ta place. Et mon père dit, mettez-vous dans la file d'attente, attendez 2 secondes. Je s'est mis, tu sais, peu à la française. Hein. Il est allé dans la file d'attente, il s'est incrusté. Et 2 minutes après, il nous a appelé et fait c'est bon, j'ai les places. Et voilà, on a vu le film. C'est la tête française, c'est ça. Exactement. On est rentré direct dans le vif du sujet. Juste pour rappel, le Com Show, pour les personnes qui vont découvrir le Com Show sur cet épisode, c'est un talk show dédié au marketing et à la communication. On parle de plein de sujets différents, mais avec vraiment ce segment du marketing et de la com. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'est hyper important, à poser les questions, à nous dire qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ce fauteuil à la place de Jérémy pour un prochain épisode. C'est hyper important, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Merci beaucoup pour ça. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique que j'affectionne particulièrement parce que j'aime beaucoup aussi le cinéma. Comment est-ce qu'on arrive à communiquer autour de la sortie d'un film en salle? Est-ce que c'est un défi pour toi de pouvoir communiquer autour d'un film américain sur le marché français? Oui. Là, définitivement, c'est un défi. Il y a quand même une concentration de films très différents. Et à ça, je rajoute aussi tous les films à réessai. Je dis tous parce qu'on est le pays qui importe le plus de cinématographie du monde. On a quand même le plus grand festival de cinéma au monde, le Festival de Cannes. Donc il y a plein aussi de distributeurs indépendants à réessai. Ce qui fait que le paysage cinématographique, il est très très large. Donc c'est pas simple de sortir un film, même quand c'est un film américain, que ce soit une original IP, donc un numéro 1, ou la suite d'une franchise. On l'a encore vu malheureusement cette année, nous avec Fall Guy, qui avait quand même Ryan Gosling et Emily Blunt, un film, un blockbuster, il a été un peu décevant. Ou là récemment, quand tu vois Joker 2, c'est un numéro 2, tu dis le numéro 1 a tellement bien marché, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ou encore Furiosa, Mad Max. Donc, non, c'est jamais simple. Il y a beaucoup de concurrence et puis aussi quand même aujourd'hui, il y a toutes les sollicitations externes en termes de contenu, que ce soit les plateformes, YouTube. On va en parler aussi forcément, il y a pas mal d'actualités autour de ça. Yes. Ce qu'on va faire pour cet épisode, on va faire un truc un peu atypique, on va dire, par rapport au Com Show, c'est que sur chaque question que je vais te poser, je vais te montrer 4 emojis. Et ou une critique négative qu'on a pu piocher sur un site et tu vas devoir deviner de quel film il s'agit. Et derrière ça, forcément, on va creuser un petit peu le tir. Je vais commencer du coup avec cette première critique. 0,5 sur 5. Et ça commence bien. C'est pas mal. À mourir d'ennui. Catastrophique. Tarantino se fait plaisir à recréer un univers qu'il a sans doute fait rêver quand il était gamin. Mais tout est un ennui. Tu l'as déjà? C'est Once Upon a Time, non? Absolument. Bon, donc du coup, on mettra en commentaire là, la suite. C'est absolument Once Upon a Time. Et ce que j'ai envie de savoir, alors là, on a pris une critique négative, mais la note est quand même bonne. On est à 3,8 sur 5 de manière générale. Bien fait donc, par il a quand même bien fonctionné. Moi, la question que j'ai envie de te poser derrière ça, c'est quels sont les outils, les canaux dont tu te sers pour pouvoir réussir à garantir un max de visibilité sur un film, tu vois. Pareil, il y a plein d'actualités dont on va parler par la suite, mais comment tu fais pour réussir à avoir un maximum de visibilité dans les salles de cinéma
Concrètement, je dispose de trois leviers assez importants. Le premier, c'est l'envoi du matériel qui sera mis en place gracieusement dans les salles. Donc c'est très simple, c'est l'affiche, c'est la bande-annonce, ça peut être les PLV. Tu vois, on les oublie, mais dans beaucoup de cinémas, notamment les indépendants, les PLV sont quand même très très importants parce que voilà, elles permettent d'exister dans le hall du cinéma, donc premier point de contact avec le public. Ça peut être aussi des goodies, des produits dérivés qu'on envoie aux salles pour qu'ils puissent, je sais pas, animer des jeux concours, faire gagner, etc. Tout ça dans le but de fidéliser un petit peu le spectateur et notamment de se différencier d'une plateforme. C'est-à-dire Netflix ne pourra jamais proposer à ses spectateurs qui regardent un film sur son canapé, c'est de recevoir une peluche, une figurine, etc. Donc ça, c'est la partie gratuite. Ensuite, j'ai tout ce qui est achat d'espace. Donc là, c'est le film annonce payant. Pour resituer un petit peu, quand on va voir un film en salle, on a les bandes annonces avant. Il y a toujours les 2 premières minutes de l'avant-séance, c'est la partie gratuite, donc qui est gérée par le cinéma en direct. Peut être un film annonce ou un spot de confiserie, une opération promotionnelle. Et après, on a souvent, tu sais, le petit mineur, là, Mediavision, qui arrive, le petit jingle. Là, c'est toute la partie payante. Donc là, c'est les distributeurs qui achètent l'espace avec leur trailer pour vraiment booster la notoriété. Donc ça, c'est ce qu'on fait. En général, voilà, sur des périodes assez quand même en amont de la sortie, on va cibler des films affinitaires, souvent des gros carrefours d'audience. Et je peux acheter aussi dans les halls des grosses bâches, dans les halls ou sur l'extérieur des cinémas, des digiscreens. Donc, tu sais, c'est les triptyques que tu peux voir aussi dans le métro. C'est les 3 écrans là, comme ça, qui diffusent soit des affiches animées, etc. Donc ça, c'est toute la partie payante. Et après, il y a évidemment tout l'écosystème digital, site internet, applications. T'as une grosse réussite là que tu as en tête? Une grosse réussite sur une campagne? Ouais. J'ai envie de dire, quand même récemment, Moi Moche et Méchant 4, qui a été un très très gros succès, 3e plus gros succès de toute l'histoire de la franchise, si tu comprends Mignon 2 dedans, pardon. Moi, je trouve que ça a été une très très belle campagne à tous les niveaux, hein, déjà sur la partie média et également en presse. Et nous, au trade marketing, là, on est très très fiers, c'est qu'on a réussi à mignoniser le logo UGC. Donc, tu sais, quand tu as le petit logo UGC qui démarre dans toutes les salles, on a réussi à faire intervenir Pierre Coffin, qui est le créateur des Mignons, qui a doublé le logo. Donc, il a pris, parce que c'est lui qui fait les voix des Mignons, c'est lui qui a créé tout le langage Mignon. Il fait ça dans son studio, il a fait la petite voix des Mignons, il a chanté par-dessus le logo UGC. Et ça a été diffusé pendant 3 semaines à partir de la sortie de Vice Versa 2. Donc, tu vois, pareil, stratégie, on va chercher un film affinitaire. Donc là, tu vois, clairement, on a hijack la première partie du GC. En plus sur un thème que tout le monde connaît. D'un coup, les spectateurs sont un petit peu désorientés. Donc ça, c'était très sympa. Cool. Et aussi sur Mediavision, le petit mineur, là, le petit personnage que tout le monde connaît, avec sa pioche, on l'a déplacé dans un univers de personnages mignons et plus généralement Illumination. C'est le studio qui a produit Les Mignons, Super Mario et tout plein d'autres films d'animation. Donc ça a été 2 manières très novatrices de communiquer autrement que simplement par de l'achat classique avec la bande-annonce, les affiches, etc. Et comment tu arrives à traquer et à savoir que tu as eu plus de spectateurs que prévu, si ça s'était fait naturellement? Parce que j'imagine bien que tu ne peux pas comparer un Matrix que tu vas mettre au cinéma et un vice-versa, tu vois. Comment tu sais, comment tu traques le fait que la communication est efficace? Alors, déjà, tu as des KPI au moment où tu fais ta campagne en disant, clairement, voilà, est-ce que tu as touché le nombre de spectateurs souhaités? Donc ça, on va dire, c'est de prime abord, est-ce que ta campagne, elle a été pertinente? Après, derrière, c'est toujours le grand truc, c'est très très compliqué de savoir si ta campagne a eu vraiment à donner envie précisément au spectateur d'aller voir, parce que ce qu'il faudrait, c'est pouvoir le traquer entre le moment où il a vu le spot sur ton écran et où il a acheté derrière. Et l'acte d'achat, c'est pas nous qui avons cette data, c'est l'exploitant. Mais en tout cas, ce qu'on regarde, c'est déjà, on essaie de voir toute la campagne au global. Et ensuite, c'est très simple. Est-ce qu'on a réalisé notre objectif, oui ou non? Là, on l'a réalisé, on est même allé un petit peu au-dessus. Donc, on peut quand même un peu penser que notre campagne a été pertinente. Deuxième petite question. À quel film ça te fait penser? Alors, des lunettes, une pilule, un ordinateur et La bagarre. Ouais, la guerre. Matrix. Oui, je te l'ai glissé juste avant, histoire de… Ouais, comme je voyais une pilule jaune et une pilule rouge, je me dis, il y a un petit… Sans ça, c'était plus compliqué. Matrix, il a été, je sais plus quand, remis en salle pour… Il y a 2 ans, je crois. Ouais, c'est il y a 2 ans. Alors, je crois qu'ils l'ont mis soit sous IMAX, soit sous 4DX, il me semble. Alors, IMAX, c'est sûr, Ouais, et 4DX, je sais plus, mais la question derrière ça, c'est à quel point est-ce que les expériences
que tu fais vivre à tes spectateurs Mhm. permettent de faire la différence. Tu vois, est-ce que le IMAX et le 4DX, c'est un sujet, un levier pour vous, tu vois, de, de, de croissance ou Ouais. pas? À quel point vous y mettez de l'effort? À quel point ça a un impact ou non? J'ai pas l'impression que ce soit méga démocratisé encore. Alors l'IMAX, si, mais Un peu plus, ouais. un peu plus, mais pas forcément le 4DX et puis le reste. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça? Ah bah, je vais pas te mentir, c'est un sujet fondamental pour nous et Ok. pour moi précisément puisque ça concerne les salles et pour les circuits en question. Donc les formats premium, ils sont quand même majoritairement représentés par deux acteurs. Le premier donc c'est Pathé Mhm. qui a donc l'IMAX, la 4DX et la Dolby Vision et un autre acteur qui est présent très peu à Paris mais dans tout le reste de la France qui s'appelle CGR. Ils ont Ouais. une technologie en propre qui s'appelle le Ice Immersive. Donc c'est une salle de cinéma avec des panneaux lumineux sur les côtés où les panneaux diffusent un prolongement de ce que tu vois à l'écran. Pour avoir Ok. vraiment une impression d'être dans le film. C'est capital pour eux, bah, déjà pour une raison quand même assez simple, hein, il faut créer de la valeur économique et ces formats spéciaux, le prix moyen est quand même beaucoup plus élevé. Ouais. C'est des investissements évidemment, parce que équiper une salle en IMAX, Ouais, 4D, c'est etc., vénère, ouais. voilà, c'est des gros coûts. Et pour nous, évidemment, il y a un intérêt derrière, parce que qui dit plus d'argent, bah, dit meilleur revenu, meilleur box-office, Ouais. plus gros succès. Donc c'est un sujet qui nous tient vraiment très à cœur, et on essaye bah, sur chaque sortie, avec ses partenaires, de réfléchir à quel type de communication, quelle action on pourrait mettre en place justement pour parler de ces technologies. Parce que comme tu disais, effectivement, ce n'est pas encore totalement démocratisé. Bon, alors après, les chiffres sont en pleine croissance, donc Ok. ça montre qu'il y a un intérêt public, mais il ne faut pas lâcher. En fait, à chaque nouvelle sortie, il faut en mettre une couche, il faut représenter le format et il faut essayer de le lier à la sortie qui nous intéresse. Donc chez nous, tu vois, ça peut être un Jurassic World, ça peut être, bah, là, j'en ai parlé, un Fall Guy, ça peut être un film d'animation, Super Mario par exemple. On a explosé les chiffres qu'on attendait en 4DX. Bon, Ok. tu me diras, ça peut être lié parce qu'il y a un peu l'aspect jeu vidéo, Ouais, c'était mais un peu gamifié. ou par exemple un Oppenheimer qui avait surperformé en IMAX, qui était le plus gros succès de toute l'histoire d'IMAX, excepté Avatar. Ok. Il y avait des files d'attente dans les salles IMAX, notamment aux États-Unis. Si tu voulais réserver ta place, il fallait t'y prendre plusieurs jours en avance, quoi. Ok, incroyable. Et il y a d'autres choses qui vont se... Parce que je pense que le parcours du client Mhm. va maintenant être, enfin, est déjà un point d'attention sur lequel faut être attentif. J'avais vu que tu avais des salles dans lesquelles tu avais, je crois, des odeurs qui étaient aussi diffusées, que tu avais de l'eau si jamais il pleuvait, etc. Ouais, ça, À c'est dans quel la point 4DX, ouais. est-ce que ça va soit se développer en France et où est-ce qu'il y a de nouvelles idées créatives tu vois, qui vont arriver? Tu as, Alors, des insights là-dessus? les nouvelles idées créatives, non, j'en ai pas. Là, je pense que c'est Merde. plutôt les exploitants Ouais. qui doivent bosser dessus en permanence, enfin, qui doivent regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les salons, puisque Ice, dont je parlais de CGR, au départ, ça a été inspiré de quelque chose qu'ils ont vu dans un salon, Ok. et après, tu vois, qu'ils ont développé en interne. Donc là, vraiment, c'est un travail de veille, de recherche de la part des exploitants. Mais tu parlais de la pub, ouais, ça c'est l'expérience 4DX, mais puis tu peux aussi créer une expérience avant même de rentrer dans la salle. Si tu vas par exemple, alors tous les cinémas ne le font pas, mais si tu vas par exemple au Pathé Beaugrenelle dans le 15e, quand tu rentres dans la salle Dolby, ils ont tout un couloir dans lequel ils vont projeter des images. Ouais. Et pour Avatar, donc là je fais un peu de pub pour Disney, mais ils avaient remis de la forêt pour essayer vraiment de créer un parcours spectateur où avant même de rentrer dans la salle, tu es déjà Ouais. un peu plongé dans l'univers du film. En fait, les idées, elles sont sans limite, quoi. Tu penses à Vraiment. un impact sur les notes? Est-ce que tu vois un spectateur qui a été mis dans un truc un peu immersif comme ça, il sera peut-être susceptible de mettre une meilleure note que si jamais il était arrivé et qu'il avait juste vu son film de manière normale? Ça va peut-être pas tout changer, mais en tout cas, l'expérience cinéma, elle se construit à partir du moment où tu rentres dans le hall. Ouais, on est Donc, d'accord. et Pathé, par exemple, pour ne citer que, ils l'ont bien compris, parce qu'ils ont énormément investi dans la rénovation de leur salle, dans l'expérience utilisateur. Ils ont vachement bossé sur leur app, le fait que tu puisses choisir ta place, ça a été les premiers à le mettre sur le marché, pour que vraiment, concrètement, quand tu arrives dans le cinéma, tout est simple, tout est Ouais. fluide. Et bon, pour peu que le film soit réussi, là, c'est plus de leur ressort, c'est d'une autre. Mais clairement, tu peux te dire qu'à la fin, aller au cinéma, même si tu payes peut-être 10, 12, 13, 14, 15 euros, bah, tu passes tellement un bon moment Ouais, que ça... finalement, ça les vaut, quoi. Et puis, les chiffres le montrent quand même. On dit que le prix du cinéma peut être un peu cher, ça peut justifier, mais ça peut aussi se comprendre. Enfin, quand tu regardes, enfin, moi, je parle souvent à mes amis qui ne sont pas forcément des gens qui vont au cinéma autant que moi, mais qui me disent pour certains films, bah, pour un Oppenheimer ou pour un Monte Cristo, bah là, ils disaient, ouais, le film, même s'il dure 3 heures, il est tellement bien, et puis là, je l'ai vu dans tel format, j'étais bien assis, etc. Ouais. Je suis prêt à payer 15-20 euros sans problème. Ouais. Donc, les gens ont des a priori sur le prix, mais ça ne les dérange pas quand ils doivent payer je ne sais combien pour aller voir le concert de Taylor Swift, clair. etc., ou de sortir boire des... C'est toujours la même chose, c'est vraiment quels sont les choix qu'on fait. Et là, c'est créer le désir et surtout créer l'urgence. Mais ça, si seulement on savait
à chaque fois comment on le crée, si on avait tu vois, la recette secrète, Ouais, la marque Royale, ça marcherait à chaque fois. ça serait magique. 150 millions, à ton avis, à quoi ça peut correspondre? 150 millions, si ce n'est pas les entrées en France, je dirais que c'est peut-être le budget de production ou de marketing d'un film, de promotion. Absolument. Ouais. C'est le budget de la campagne marketing du film Barbie que j'ai pas vu, mais j'en ai tellement entendu parler. Ouais. Mais j'ai jamais. Enfin, c'est un truc de ouf. Pour moi, je pense que c'est quasiment la référence en termes de. Enfin, je vois pas en fait, à part Avatar peut-être, quel a été un autre film sur lequel il y a eu autant de dépenses. Ça paraît quand même totalement ahurissant. 150 millions et j'imagine qu'il y a un ROI de fou. Parce que je sais pas combien il y avait d'entrées, je sais pas si t'as les. Bien sûr, ouais, il a fait. C'est le deuxième succès de l'année 2023. Il a fait 6 millions d'entrées. Ouais. 6 millions d'entrées, ok. Ce qui est énorme. Enfin, Ouais. Personne ne s'attendait à ce qu'il fasse autant. Ok. Et qu'est-ce qui, selon toi, est la clé de la réussite du film Barbie? Donc, du coup, il y a la dépense marketing, mais tu as dépense et dépense. Qu'est-ce qui a été le plus malin selon toi? Là, on sait que les campagnes, elles ont été multicanales et que c'est souvent l'un des éléments qui permet de pouvoir vraiment réussir à capter l'attention du public. C'est quoi un peu ton ressenti par rapport à ça? Déjà, effectivement, faire une grosse campagne globale, taper un grand coup, ça, j'ai envie de dire, c'est se donner le moyen de ses ambitions. Ouais. Là où ils ont été très bons, je trouve, c'est que d'un point de vue créatif, ils se sont un peu tout autorisés. Parce que forcément, tu sais, ils partaient de rien. Ouais. Bon, après, quand tu vois le film, tu dis effectivement, le film a quand même ce côté second degré, décalé. Donc, ils ont bien tiré ce fil-là. Ça colle bien, ouais. Parce que tu pars toujours de ce que tu vois dans le film. Hein. Tu ne peux pas faire quelque chose de drôle pour quelque chose de triste. Ça ne marche pas. Ou alors vraiment, faut avoir un point de vue très tranché. Et donc, ils ont surfé là-dessus. Et puis, ce que je disais, il y a eu l'effet Barbenheimer qui a complètement échappé. Parce que tu regardes Barbie, si tu regardes d'un point de vue vraiment macro en France, le film ouvre à 1,6 million d'entrées. Ce qui est très très bien. C'est la troisième meilleure première semaine de l'année, mais par exemple, il est derrière Astérix et Obélix. Okay. Et à la fin, il le dépasse complètement. Tu regardes semaine après semaine, le film perd moins de 30% de part de marché. Donc c'est très peu. Et tu peux te dire qu'un film qui fait le buzz, il sort première semaine, il ouvre très très fort, et puis deuxième semaine, ça s'effondre moins 50%, et puis il perdure un peu comme ça pendant l'été. Ça montre que clairement, il y a eu un effet d'emballement, il y a eu une mode, il y a eu une trend, qui en plus s'est accentué avec Oppenheimer, le fameux Barbenheimer. Ouais. Les deux gros films, les deux blockbusters qui sortent à la même date, aucun des deux studios veut changer de date de sortie. Pas grave, on y va. En même temps, ils ont eu raison parce que les films n'étaient pas du tout concurrents quand tu vas les voir. Opposés. Ouais. Exactement. Mais c'est devenu complètement viral. Alors les gens ont commencé à faire des mèmes, des affiches, etc. Donc ça n'appartenait plus aux distributeurs, c'est le public qui s'était emparé. Et c'est là où c'est génial, c'est que les gens allaient voir les deux. Les gens se disaient, je suis allé voir Oppenheimer, j'allais voir Barbie, et vice-versa. Et pour moi, ça ne dit pas tout, mais ça montre à quel point, finalement, une fois que le film est lancé, derrière, il y a le bouche à oreille. Et aujourd'hui, il est fondamental parce qu'on observe quand même quelque chose de très clair depuis le Covid. C'est qu'avant, les gens allaient au cinéma pour voir un film, et ils regardaient quel film ils allaient voir. Aujourd'hui, les gens veulent être vraiment sûrs de ce qu'ils vont voir. Donc quand ils se déplacent, c'est pour voir un film en particulier. On en reviendra juste après, on va parler de Terrifier 3, parce que pour moi, et là c'est en lien avec ce que tu dis, c'est que le digital, quand il s'empare d'un truc et que tu commences à en faire des mèmes et que ça commence à être viral, finalement ça a un impact direct sur le nombre de spectateurs qui vont voir les films. Ah mais c'est colossal. Donc ça, j'imagine que c'est pas juste se dire, j'espère que ça va être pris, mais c'est donner toutes les billes potentielles pour que les internautes puissent se servir de ça. C'est essayer de lancer des trends, mais tu peux pas dire je vais lancer une trend, c'est sûr, ça va cartonner, mais c'est essayer de s'adresser, en tout cas, si on parle notamment des fameux effets TikTok où d'un coup, tu as des films comme Le Consentement qui ne s'adressent absolument pas aux jeunes. Les jeunes commencent à en parler sur TikTok et se filmer avant et après avoir vu le film. Là, clairement, ce n'est pas le distributeur qui l'avait prédit. Mais en observant, en faisant énormément de veille, et là, nous, on le fait avec notre agence média, notre agence digitale, on essaie de voir un petit peu les petites tendances qui émergent et se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'aller là-dedans avec les assets qu'on a à disposition et puis surtout le sujet du film, une fois de plus. Raconter une histoire en utilisant les codes. Donc pour rappel, Terrifier 3, c'est donc un film d'horreur horrible. Il y a eu moins de 18 ans. Le 2, qui était moins de 16 et donc finalement Terrifier 3 est catégorisé moins de 18. Ça n'avait été jamais arrivé en France. La dernière fois c'était Saw 3, Saw 3. 2006, 2007. Début en tout cas avant 2010. et c'est le plus gros résultat de la franchise. Donc finalement là c'est en train de montrer que les films interdits en moins de 18 ans ça peut faire son buzz. C'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai vu que les équipes de Terrifier 3 disaient c'est un scandale, vous nous mettez moins de 18, on va être pénalisé. Sauf qu'en fait,
il y a eu un buzz monumental sur la Exactement, sortie du film, du stress, du truc, du machin, la curiosité des spectateurs. Je pense qu'ils disent attends, moins de 18, what the fuck. C'est exactement Et ça. donc apparemment j'ai vu les courbes du nombre de téléspectateurs, je sais pas si tu as des chiffres qui étaient ahurissants. Ouais, Ça, bah, tu l'expliques comment? bah, franchement, si seulement je pouvais l'expliquer, ça serait Il y a génial. Non, mais pas c'est- de... Bah, il y a pas quand tu regardes Terrifier 1, il est sorti, c'est un direct ou vidéo. Ouais. Terrifier 2, il fait 70 000 entrées. Le distributeur, c'est un petit distributeur indépendant dont le gros de l'activité, c'est de la vidéo, ESC. Quand ils sortent Terrifier 3, ils ne peuvent pas s'attendre à ce que ça marche à ce point. C'est-à-dire, l'objectif quand tu sors un numéro 3, après avoir eu un numéro 2, tu as autour de 70 000, c'est d'essayer de faire les 100, 120, 130. Et là, enfin, on était tous dans la profession en train de se dire, bon, bah clairement, c'est qui tout double. Soit ça attise la curiosité des gens, soit ça l'attise pas. Mais comme tu dis, Ouais. ça l'a attisé et fait normalement. Et surtout, le film a été mis en lumière par des médias, notamment Brut, Ouais. qui fait une vidéo le jour de sortie en allant recueillir les réactions des spectateurs à l'UGC Léal. Là, tu as une communication en organique sur un média qui est extrêmement puissant, gratis. Enfin, j'ai envie de dire, là, toi, en tant qu'éditeur, c'est pas que tu n'as rien à faire, c'est qu'il faut continuer à dire le film est visible, le film Ouais. est visible. Et puis surtout, là, c'est un autre travail, c'est pas forcément du marketing, c'est de la programmation. Ce que j'ai fait en arrivant chez Universal, c'est que tu appelles les salles surtout et tu essaies de négocier plus de séances, plus d'expositions et d'avoir plus de salles qui vont démarrer ton film en deuxième semaine. Donc c'est le relais entre le marketing et les ventes. Tu sais combien ça fait d'entrées ou pas? Terrifier 3. Ouais, il a fait un peu plus de 250 000 entrées en première semaine. Non mais c'est énorme. Ah, et donc c'est passé de 70 000 full pour le 2 à 250 000 en une semaine Ouais. pour le 3. Par contre, là, Putain. là au moment où on se parle, le film, là, il est en deuxième semaine. On voit quand même qu'il commence à avoir une chute assez importante parce que voilà, l'effet normalement est quand même un peu en train de se tasser. Il faut quand même rappeler que Terrifier 3, c'est donc le troisième épisode d'une franchise de films de genre très gore, voire un peu série Z. Donc déjà, ce qu'il arrive à faire, c'est hors du commun. On n'est pas sur un film d'horreur plus calibré, tu vois, d'une grande major américaine où tu sais clairement, bah, tu vois, un Shyamalan ou un Conjuring, tous Ouais. ces trucs-là, quoi. C'est quoi les heures de prix pour faire un film comme Terrifier, je sais pas, 1, 2 ou 3, tu sais ou pas? Comme De ça quoi, en production? Ouais. Bah, je sais que celui-ci, il a coûté 2 millions d'euros. Donc c'est 2 rien. millions, ok. Ah non, c'est un tout petit Ok. film indépendant. Ouais. Et aux États-Unis, il a ouvert, il a dépassé Joker 2. Donc Ah, c'est-à-dire là, on va y venir. en termes de rentabilité, je pense que le réalisateur, là, Damien Léon, il va être approché par tout le monde pour réaliser d'autres films d'horreur, mais voilà, avec des plus gros moyens. Ce que fait finalement Hollywood. Hein. Tu sais quel a été le plus gros, je l'ai pas marqué, mais je m'en rappelle, je l'ai lu il y a peu là, quel a été le film le plus rentable de l'histoire ou pas? C'est peut-être encore Blair Witch, non? Ouais, Projet Blair Witch, je crois le ROI c'était 2000, enfin même 20 000 %, enfin c'était abusé, je crois Ouais, que ça bah. coûtait 30 ou 40 000 et ils ont fait je sais pas combien de centaines de millions Mais d'euros. pareil, tu vois, ça, à l'époque, personne ne pouvait le prédire. Ouais, c'est clair. Mais c'est là où Mais c'est les recs et les Paranormal Activity, peut-être un petit peu plus. Ouais, bien sûr. Parce Mais que Mais en fait, sur les films d'horreur, tu peux vraiment avoir, c'est là où c'est super intéressant, tu peux vraiment avoir des potentiels d'upside énormes. Ouais. Parce qu'il y a effectivement, comme tu t'adresses une grande partie soit aux fans de films de genre ou alors aux jeunes, c'est des communautés qui communiquent énormément Ouais. entre elles. Donc on parlait du bouche à oreille tout à l'heure. Si tu arrives à bien promouvoir un film qui en plus a un concept novateur, bah, c'est des gens qui communiquent tout le temps entre eux. Donc il y a l'effet normalement et puis surtout ils y vont en groupe. Ouais. Ça échange, ça crée le fameux aspect conversationnel qu'on essaye tous d'avoir, quoi. Ok, je reviens sur, on en a parlé ultra brièvement sur le Covid. Ouais. Ça a été quoi l'impact concret là, du Covid sur le monde du cinéma? Bah, le monde du cinéma s'est un peu arrêté, hein. Ouais, Bah, les salles ont fermé. Alors aux États-Unis, ça a été un peu différent parce qu'ils ont une fenêtre de diffusion qui n'existe pas chez nous, qui s'appelle la PVOD, la Premium VOD, où le film peut sortir quasiment au même moment ou très peu de temps après son exposition en salle, à un prix très élevé. Tu vois, on parle de plus de 15 $. Ouais. Mais c'est quelque chose qui marche très très bien aux États-Unis. Chez nous, évidemment, ça n'existe pas. Nous, c'est très simple. C'est soit on attend les 6 mois sur Canal, soit on attend les 4 mois pour le regarder en VOD. Mais ouais, là, ça a été très très dur. Alors nous, en France, on est quand même bien lotis puisqu'on a l'État qui a énormément aidé. Mhm. Mais ouais, ça a été très très compliqué. Puis surtout, il a fallu redémarrer C'est la ça. machine. L'après, c'est quoi? Là, maintenant, tu vois, on est à 3, 4 ans, je crois, après le. Ouais. C'est quoi le cinéma? Il a été impacté fortement. Il y a un nouveau dynamisme, un nouvel élan. C'est Bah, quoi un peu le constat? Le constat, c'est que ce que je te disais tout à l'heure, c'est que vraiment les spectateurs maintenant, ils vont plus voir les films pour les mêmes raisons. Ouais. Ils veulent être sûrs de ce qu'ils vont voir. Par contre, là où c'est intéressant ou triste, c'est que les films qui se plantaient, enfin qui marchaient pas bien avant, aujourd'hui, ils s'écroulent. C'est-à-dire quand je schématise, hein, Hmm. un film qui marchait pas, qui faisait je sais pas 80 000 entrées avant Covid,
Aujourd'hui, quand il ne marche pas, il fait 30 000 entrées. Ouais, Et au bout de 10 jours, il est sorti des écrans. Par contre, un film qui marche, on arrive dans des chiffres, je ne vais pas dire qu'on n'avait pas avant le Covid, mais quand même, on n'en est pas loin. C'est-à-dire, quand tu regardes le plus gros succès de Marvel, c'est le Spider-Man qui est sorti après Covid. Le dernier Spider-Man où tu vois les 3 acteurs qui fait plus que les Avengers. Ouais. Déjà, c'est quand même hallucinant. Top Gun 2, il fait un score mais de dingue, il fait plus de 7 millions d'entrées. Là, on a eu récemment Vice Versa 2, qui a fait 8 millions d'entrées. Nous, avec Super Mario, on a fait le plus gros succès de l'histoire du studio d'animation Illumination. Là, cette année, il y a un petit truc en plus qui fait 10 millions d'entrées. Il y a Monte Cristo qui fait 9 millions d'entrées. Je crois qu'une année où tu avais 2 films français qui font plus de 9 millions d'entrées, ça faisait depuis, je sais pas, plus de 20 ans. Donc, tu as quand même des signaux qui montrent qu'il y a toujours une envie des spectateurs d'aller dans les salles. C'est plus compliqué, certes, mais par contre, quand le public s'en empare et qu'on arrive à proposer, une fois de plus, un film de qualité et qu'en plus, derrière, les cinémas jouent le jeu, dans le fait de promouvoir le film, ou alors, ça c'est des travaux qui ont été engagés depuis plusieurs années, de rénover leur salle pour permettre aux spectateurs de se sentir vraiment dans les meilleures conditions et de bien mieux que dans leur fauteuil devant leur télé. Bah là, tu as tous les feux au vert et t'exploses. Donc il y a quand même je trouve, beaucoup de signaux qui nous encouragent à être positifs. Sans parler des films cannois, tu vois, Anatomie d'une chute, qui fait presque 2 millions d'entrées, ou 2 millions, je ne sais plus exactement. Pareil. Il y a quand même plein de signaux positifs. Il faut rester optimiste. Tant mieux, il faut. Je reste quand même dans les challenges. Tu as du Netflix, tu as du Amazon, etc. Maintenant, tu as plein de plateformes. Bien sûr. Ça a forcément un impact aussi sur le cinéma, parce qu'on consomme différemment. Tu l'as parfaitement dit, je trouve que c'est cool. On a aussi dit que tu vas au cinéma non plus juste pour voir un film, mais pour l'expérience d'à côté, enfin l'à côté aussi, tu vois. Comment tu fais, donc, avec cette montée en puissance du streaming, comment tu fais pour voir l'évolution de la communication autour des films et pour surtout réussir à maintenir l'attrait des films en salle, tu vois? En tout cas, là, j'ai envie de dire, les plateformes, on le voit, hein, là, il y en a de plus en plus. Donc, clairement, elles sont en train de se cannibaliser un petit peu les unes par rapport aux autres. Donc, le marché commence à arriver un petit peu à maturité. Et puis, finalement, Netflix, ils ont un peu les mêmes problèmes que nous aujourd'hui. C'est faire émerger un film, c'est donner envie. Eux, en fait, c'est pas forcément donner envie aux gens de le voir. Parce qu'évidemment, ils communiquent sur leur nombre de vues. Mais finalement, ce qui les intéresse, c'est de ne pas perdre des abonnés. Nous, c'est forcer les gens à aller le voir en salle. C'est créer le sentiment d'urgence. Donc, il y a plein de manières de créer cette envie. Déjà, j'ai envie de dire, ça part de la production. Ça remonte aux États-Unis. C'est essayer de se poser la question de quel film on va produire et qui sera différent de ce qu'on peut voir sur les plateformes. On voit bien que sur Netflix, par exemple, les films qui cartonnent, souvent les films d'action, etc. Donc finalement, Netflix sont un peu en train de revenir d'une certaine manière, tu sais, à l'époque des vidéoclubs que toi et moi on a connus. Ils proposent d'autres types de films. L'époque où ils donnaient 150 millions à Scorsese pour faire The Irishman, c'est un peu fini. Ils ont essayé d'attirer les talents du cinéma, Scorsese, Bong Joon-ho, etc. Mais finalement, tu vois quoi? Scorsese, il est revenu au cinéma, alors certes avec Apple, mais en tout cas avec une sortie salle pour Killers of the Flower Moon. Bong Joon-ho, il fait Parasite, Palme d'Or à Cannes, succès énorme. Là, il va sortir son prochain film chez Warner. Donc, il y a aussi cette bataille des talents. Et puis, nous, c'est de trouver des moyens de communiquer sur toujours le film qu'il faut voir en salle. Donc, on l'a bien vu avec Oppenheimer, qui a été un énorme carton, notamment sur l'IMAX, où Christopher Nolan a pris la parole pour parler de son amour de tourner en IMAX, en pellicule, etc. Donc, tu as aussi les talents qui sont des ambassadeurs, des porte-voix. Et ça, je pense que on n'en fera jamais assez. On l'a notamment vu sur un Dune où tu avais Timothée Chalamet et tout le cast qui ont énormément pris la parole, qui ont fait des contenus sur TikTok quand ils étaient à l'avant-première du Grand Rex. Et puis, c'est comment dire, donner l'envie aux gens d'aller en salle. Ça s'incarne de plein de manières différentes. Mais une fois que tu es allé les choper, après, il y a un autre relais. On passe le flambeau, surtout aux salles. Les salles ont un rôle extrêmement important aujourd'hui dans le but de fidéliser leurs spectateurs. Pour les téléspectateurs, comment tu fais pour attirer aussi les plus jeunes? Parce que les plus jeunes sont beaucoup moins éduqués, je pense, à la manière de concevoir et de percevoir le monde du cinéma. Comment tu arrives à adapter ta communication et la manière de faire pour pouvoir réussir à attirer le public plus jeune, tu vois? Alors, le public plus jeune, il vient en salle.
On dit souvent qu'il Ok. vient pas en salle, c'est pas vrai. Ok. C'est une bonne chose. Ça fait plaisir il vient en salle. Non, là où c'est plus compliqué, c'est quand tu es en couple et que tu as un enfant. Là, clairement, tu vois, tu sais, sur cette fourchette-là, premier enfant, etc., tu vois que la courbe, bon, bah, c'est compliqué. Bah, Ma fille a 9 mois, je voilà. ne suis pas allé au cinéma Je depuis pense, je exactement pense que un tu an. fais partie de ces Ouais, gens-là. ouais, Mais clairement. les jeunes, tu peux quand même les attirer avec les films de genre ou des films comme Barbie. Il s'agit juste, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, notamment sur TikTok, c'est essayer de trouver la manière créative pour s'adresser à eux et surtout aller là où ils sont. Les réseaux sociaux, Netflix. Mais en tout cas, tu peux leur donner envie puisque l'argent, enfin le prix du billet, parfois ça l'est. Mais si tu arrives à donner un tout petit peu envie aux jeunes de se dire, déjà, d'attirer leur curiosité, une fois que tu les as chopés sur les réseaux sociaux, etc., comme ils sont vachement digital natives, tu peux vraiment les traquer et puis les suivre et Mais c'est essayer de cool. continuer. C'est cool d'entendre que les jeunes vont au cinéma, tu vois. Je trouve que ça fait du bien parce que j'ai plutôt l'impression, moi, que de bouche à oreille, que c'est les jeunes vont plus au cinéma, etc. Mais c'est cool d'entendre que c'est pas le cas. J'ai pas les chiffres exacts, ils y vont peut-être moins qu'avant, mais en tout cas, ils continuent, ils continuent à y aller. Ouais. Tu vois Terrifier 3, hein. Exactement. Voilà, tu vois Terrifier 3, c'était il n'y a pas très longtemps. Ça va être très intéressant de regarder Les chiffres de l'amour ouf, le film de Gilles Lelouch, qui s'adresse quand même aux adultes, mais aussi aux jeunes adultes. Aussi, ouais. Tu vois, une histoire d'amour qui se passe sur plusieurs années, donc c'est censé un petit peu, tu vois, résonner dans tous les jeunes adolescents que nous avons été. Exactement. Il fut un temps. Exactement. 310 000. 310 000. Ouais. Allez, 310 000 entrées. Ah, 310 000 entrées. Ah oui. Alors c'est un peu plus, mais je pense que tu parles de Kaizen. Absolument. C'est combien? Je crois que c'est 350, quelque chose comme ça. 350 maintenant. Alors ouais, on l'avait fait à peu près. À peu près. Non, mais en tout cas, ouais, déjà la barre des 100 pour un documentaire, la barre des 300, alors là. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, comme on dit. Surtout qu'ils ont une autorisation exceptionnelle de pouvoir sortir le film sur des plateformes de streaming moins de 3 mois après sa sortie en salle, ce qui ne se fait normalement jamais. Ils ont un peu joué avec la loi. J'ai vu là sur 3 lots, il y en avait. En fait, c'est sur les séances. Non, tu as le droit de contourner la chronologie des médias quand tu fais pas plus de 500 séances. Là, ils sont allés bien au-delà des 500. Donc normalement, le film n'aurait pas dû être disponible le lendemain sur YouTube. Mais bon, c'était ça. C'était sa diffusion initiale. Et après, effectivement, pareil, de ce que j'ai lu, on a dit, comment dire, l'interlocuteur, donc le distributeur MK2 a dit, en fait, nous, on pourrait le sortir en salle. Et ils ont eu raison de le faire. Après, bon, d'un point de vue légal, c'est pas. C'est un peu border. C'est un peu border. Après, le truc, bon là, c'est moins de voir ça, même si, moins de regarder le côté un peu légal, plus que de se dire à quel point est-ce que on peut envisager un nouveau monde entre les créateurs de contenu sur YouTube, le digital et le monde du cinéma. Il y a quand même. C'est arrivé peu de fois, j'ai l'impression. En tout cas, moi, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres cas d'usage. Parce que ça n'a pas bien marché. C'est ça, mais alors, parce que peut-être que ce n'était pas les bonnes personnes ou autres, mais la Kaizen, c'est vraiment pour moi un cas d'usage qui illustre un potentiel de collaboration en fait, qu'on pourrait imaginer entre le monde du cinéma et les créateurs sur les autres plateformes. Comment tu vois les choses arriver et en gardant ce cas d'usage là du film Kaizen? Alors moi, je pense que ça doit rester un événement exceptionnel et du hors-film. Intéressant. Déjà parce qu'on a vu que quand tu fais des films, de la fiction avec tout plein de créateurs de contenu, influenceurs, etc. On a eu l'exemple il y a plusieurs années avec Le Manoir où tu avais au moins 10 influenceurs sur l'affiche. Ça n'a pas fait grand-chose. Ouais. Là, c'est très différent. Bon, déjà, il y a une campagne de communication éclair dans un temps très court. Et là, MK2, vraiment, chapeau. Mais ça reste avant tout un documentaire, c'est pas une fiction. Et puis, c'est porté et incarné par le créateur de contenu. Donc, à la différence, tu sais, peut-être de ce que les jeunes, comme on dit, perçoivent comme un produit promotionnel. Et on le voit souvent, d'ailleurs, ils n'aiment pas quand ils sont incités, tu sais, à l'achat. Ils trouvent que c'est très intrusif, etc. Là, ça cochait toutes les cases de l'authenticité et de la sincérité. C'est-à-dire, c'est le projet d'Inoxtag. Il a décidé de le filmer, mais à tous les niveaux, tu vois, c'est lui qui fait la promotion d'une certaine manière. Donc, clairement, c'est lui le talent, c'est lui la marque. Et je pense que c'est ce message de sincérité qui fait que ça a énormément résonné avec sa communauté. Mais, une fois de plus, personne pouvait prédire que ça allait marcher avec ces chiffres-là. Et les exploitants ont été les premiers surpris. Il y en a plein qui ont dit « j'ai jamais vu ma billetterie plantée après 1 heure de mise en ligne ». Et en parlant d'inattendu, chez Universal, ça a été quoi une campagne de com que tu as fait pour un film qui a eu un succès vraiment inattendu? Tu pensais pas que ça allait faire un banger pareil? Alors c'est pas forcément une campagne que j'ai faite, parce que c'est une campagne vraiment de toute l'équipe, parce qu'une fois de plus,
on est une équipe. Bien sûr, ouais, non, mais c'est cool de le mentionner. C'est hyper important et ça, j'y crois vraiment. C'est que quand un film marche et qu'il a fait une belle campagne, tout le monde y a participé, vraiment. Et c'est comme c'est dans un match de foot où à un moment, l'équipe gagne, il peut y avoir un joueur qui est moins fort que les autres ce jour-là. Mais il y a aussi des jours où tous les joueurs sont en forme. Et donc là, on a tous fait des super choses sur ce film. Là, c'est un film qui est un peu à part, que j'ai spontanément en tête, qu'on a sorti en début d'année. C'est un film italien qui s'appelle en italien C'è ancora domani. C'è ancora Ancora domani. En français, il reste encore demain. Et l'histoire est assez dingue. Il se trouve que mon patron est aussi patron d'Universal en Italie. Et il a distribué le film là-bas. C'est donc un film italien qui n'était pas du tout prévu pour une sortie française. Et il voit que c'est en train de devenir un phénomène de société. Alors c'est un film qui parle notamment des violences conjugales et qui a énormément résonné en Italie parce qu'il y a eu malheureusement des faits divers qui ont permis en tout cas aux gens et à la presse de tisser des liens. Mais le film a cartonné, mais quand je dis cartonné, c'est-à-dire il a dépassé Barbie au box-office italien. Et on parle en plus du premier film d'une comédienne de comédie populaire et un film en noir et blanc qui dure presque 2 heures. Donc le film cartonne. Il nous le montre à l'occasion d'une projection équipe et on dit tous notre ressenti. Voilà, est-ce qu'on peut aller chercher un objectif raisonnable? Moi, je faisais partie, tu vois, comme quoi on peut tous se tromper. Et c'est ça qui est formidable dans ce métier. Je faisais partie des sceptiques en disant, on peut peut-être aller chercher cet objectif, mais honnêtement, là, moi, comme ça, je le vois pas surperformer. Donc, on décide de le sortir. Là, il y a une très très belle campagne marketing qui a été faite avec un gros partenariat avec BNP Paribas, notamment. On a fait venir l'équipe du film en France. Là, c'est la Publicity qui a fait un travail avec la presse formidable. Donc, il y a eu de l'édito sur le film, des portraits de la réalisatrice, beaucoup d'articles sur le phénomène, le triste phénomène de société que peuvent être les féminicides. Nous, on a fait d'un point de vue trade marketing beaucoup de travail en B2B pour vraiment montrer aux exploitants le film. On l'a projeté lors de conventions, on a beaucoup utilisé de dossiers de presse. Enfin bref, chacun a fait notre petit bout de chemin. Et ce qui fait qu'à un moment, le film, il arrive et plutôt que d'aller chercher 150, 200, 300 000 entrées, il termine à 650 000 entrées. Pour donner un comparatif, c'est le plus gros succès d'un film italien depuis un peu plus de 10 ans. Parce qu'avant, c'était Habemus Papam de Nanni Moretti. Donc Nanni Moretti, qui est un réalisateur italien habitué au Festival de Cannes. Nous, on ne jouait pas du tout dans cette cour-là. Les films italiens qui arrivent en France, c'est souvent des films passés par le Festival de Cannes, des films à essai, de réalisateurs très très installés. Nous, on arrive comme ça, en plus en tant qu'Universal, avec un petit film italien. Alors, on a beau dire le film phénomène aux plus de 6 millions d'entrées, c'est pas pour autant que les gens vont y aller. Donc là, j'ai été vraiment agréablement surpris parce que je ne m'attendais pas à ce point à ce que ça cartonne. Et pareil, ça a été très très belle campagne, je trouve, orchestrée par toute l'équipe marketing. Trop cool, trop bien que tu le mentionnes vraiment, toute l'équipe. Quelle a été, pour terminer, j'ai envie de savoir et de poser la question à un cinéphile. Ça va être la question la plus dure au monde, tu le sais. Allez, vas-y. Tu la sens venir, c'est si tu devais choisir un film. Oh là là. C'est sûr qu'on t'a déjà posé. Un film, tu pars sur Mars pour 10 ans, un film. Tu embarques lequel? Et pourquoi? Ok. Oh là 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 là. J'en ai tellement qui me viennent en tête, c'est terrible. Et je dois en choisir qu'un. Je pense que je partirais sur, pas forcément le film que j'ai le plus vu dans mon enfance. Je pense que je partirais sur un film qui aura peut-être toujours des secrets, des mystères pour moi. Donc un film, on va dire, plus avec une fin ouverte. Je pense que ce serait un film de David Lynch, pourquoi pas Mulholland Drive, que j'ai découvert bien après sa sortie, quand j'étais étudiant en cinéma, dans une petite salle du quartier latin. Et je me souviens, quand j'avais entendu beaucoup de choses sur le film, que c'était notamment un film labyrinthique, avec plein de pistes, plein de gens ne comprenaient pas forcément où ils voulaient en venir. C'était un rêve, la réalité. Enfin, j'avais lu plein de choses avant, donc je connaissais un peu le film, mais sans l'avoir vu. Et quand je l'ai vu, comme quoi ça a vraiment marché, j'ai été cueilli et je me suis dit, j'ai pas tout compris, j'ai quand même compris la trame générale, mais je me pose tellement de questions et il me reste en tête presque 2 semaines après. Je me dis, ok, forcément, c'est un film qui m'a accompagné, c'est un film que j'essaie de voir au minimum une fois par an. Ok, The Machinist, tu l'as vu ou pas, avec Christian Bale? Non, pas encore. Oh, bah regarde ce que. C'est le film où il a perdu 40 kilos là. Dinguerie. Je crois que c'était 6 mois après, il a fait Batman où il avait pris trop de poids. Ils avaient dû arrêter le tournage pendant, je crois, 1 ou 2 mois tellement qu'il avait pris de poids parce que le mec avait bouffé une pomme, une canette de thon
et un paquet de cigarettes pour essayer de lui donner chaque jour. Ouais. Chaque jour. Il a perdu je sais pas combien de kilos. The Machinist, incroyable, je te conseille Ouais. vraiment d'aller le voir. Ok, ça marche. À contrario, quel est le film qui t'a le plus déçu où tu t'es dit putain c'est quoi cette merde alors que Je peux pas dire du mal d'un film là comme ça. Attends, si, quand même. Bon, un film que t'as moins aimé, où tu t'es dit bon bah ça c'est je m'attendais à mieux quoi. Un film que j'ai moins aimé. Attends, faut que je. Allez, si, j'en ai un qui me vient. Ça date d'il y a longtemps, mais c'est assez quand même représentatif. Il y a quand même peu de films où je quitte la salle. Ok. Alors, depuis que je suis gamin, même quand un film me plaît pas, je reste jusqu'au bout. Ok. Parce qu'il peut toujours y avoir un moment, souvent, quand même, au bout de 30 minutes, si le film me plaît pas, je sais que je vais pas passer un moment. Mais il y a pas un, il y a 2 films où je suis sorti de la salle. C'est quoi? C'était un Superman, je sais plus comment il s'appelait, je crois que c'était Superman Returns, Ok, bon. avec ça m'étonne pas. celui où c'est Kevin Spacey qui joue Lex Luthor, et l'acteur, je crois qu'on n'a pas jamais revu. Je me souviens, j'étais au lycée et j'étais sorti, et quelques années plus tard, j'étais un peu affligé devant le film. C'était Dungeon avec Joseph Gordon-Levitt et Scarlett Johansson. Je l'ai même, je crois que Où je il l'ai joue même une pas vu, sorte d'addict au sexe, etc. Ah Attends, mais c'est pas toi. Ah si, oui, c'est un mec qui fait de la muscu. et c'est un mec qui- Exactement. Ah oui, Il regarde des pornos, etc. Ouais. Voilà, il est vraiment à fond là-dedans. Et je me souviens, je trouvais ça un peu graveleux, mais alors que tu vois, des comédies graveleuses, un humour un peu régressif, ça m'arrive d'en regarder au cinéma, tu vois, ne serait-ce que pour faire une veille sur ce que les spectateurs Ouais. peuvent aussi aimer. Parce que moi, je suis en tant que distributeur, forcément, je ne travaille pas que sur des films que j'aime, c'est normal. Donc j'essaye aussi de voir des films vers lesquels je n'irai pas mécaniquement. Mais à l'époque, Dungeon, j'étais sorti au moment, je crois, où il rencontre le personnage de Julianne Moore. Je me dis, ah oui, donc là, je sens qu'il va tomber amoureuse de la femme un peu plus Ouais. âgée, etc. Et Donc ça je me dégage. dis, en fait, là, c'est trop pour moi et je suis sorti. Ouais. Combien de fois tu vas au cinéma par mois? Par mois, c'est plus par semaine. Alors là, Ok. ces derniers temps, pour plein de raisons, j'y vais un peu moins. Mais sinon, j'essaye d'y aller entre 2 et 3 fois par semaine. Par semaine? Ouais. Oh putain, le kiff. Ok. Sans compter les films que je vois chez Universal. Donc Ok. les films du line-up, les films qu'on pourrait sortir, etc. Ça fait combien de films par semaine que tu regardes au total? Au total, ça peut faire entre 5, dans les grosses périodes, quand j'ai le temps, entre 5 et 8 films par semaine. Et est-ce que tu regardes des films du coup le soir avec ta chérie ou pas? Ou tu dis c'est le boulot de regarder des. Là, ces derniers temps, un peu moins, Ouais. un peu moins. Aussi parce que la télé est rangée, parce que là, on est dans un petit endroit. Mais quand je vais pouvoir la ressortir et la remettre en place avec Ça toute va. la collection de DVD, parce que oui, j'achète encore des DVD et des Blu-ray. Merci monsieur. Est-ce que tu peux s'il te plaît pousser le fait de pouvoir réavoir des vidéos attends mais j'avais dit vidéos futures. Les vidéoclubs. Ouais, vidéoclub. Des Bah, il y en a- vidéoclubs, s'il te plaît. J'aimerais bien, mais Aller c'est chercher les petites cassettes, regarder, prendre le temps, tu sais, de. malheureusement, c'est une activité qui s'adresse de plus en plus à une niche qui survit. Ouais. Ah ouais? Moi, je continue à acheter des Blu-ray. Je suis très, très actif, entre guillemets, sur les communautés où j'échange avec des passionnés. Et tu vois bien que, surtout sur les éditions de ces ultra collector, ultra premium, il y a toujours un public. Par contre, l'économie se réduit drastiquement. Ouais, Nous, ça va être voué à. Sauf les puristes qui continuent à les aider. En vrai de vrai, c'est fini. Mais ce moment, je te le disais, où tu allais prendre ton petit McDo, tu allais choisir ton film, tu galérais, tu mettais genre 45 minutes avant de trouver le bon film. Moi, je trouve que c'était cool. Parce que tu vois, le désavantage d'avoir du trop comme un Netflix, Exactement. Ouais. t'arrives, t'es en mode vas-y, flemme. Alors qu'avant, est-ce que tu te rappelles du dimanche soir où t'as la petite musique qui arrive, ça t'annonce son film? Putain, t'avais un espèce d'événement. Moi, ça me manque. Vraiment. Tu vois, je suis l'ancien alors que j'ai que 32 ans, mais moi, ça me manque. Ouais, moi aussi. Après, moi, quand je regarde Netflix, je sais déjà ce que je vais regarder quand Ouais. même. Ça m'arrive assez rarement, tu vois, de zapper. Mais parce que voilà, je suis pas représentatif du public. Ouais. Moi, je suis passionné de cinéma. Je pense me considérer comme un cinéphile parce que je regarde des films de toute nationalité régulièrement. Donc, tu vois, j'ai une expérience utilisateur qui est un peu biaisée. Je sais que quand je discute pareil avec des potes, il y en a de temps en temps, ils me disent j'ai passé 40 minutes l'autre jour et il n'y a rien qui me tentait. Finalement, j'ai éteint la télé. Stop, j'ai fait non autre mais, chose. non, mais c'est ouf. Et Non, mais ça, tu sais que c'est- de la même manière, quand tu vas je sais pas, sur Asos ou autre et que tu veux t'acheter des fringues, quand t'en as trop, en fait ça dessert, je trouve, le truc. Parce que combien de fois, moi je me suis mis pareil devant Netflix et je dis, mais je sais même plus, donc flemme, je drop le truc. C'est là où d'autres plateformes, notamment tu vois, des plateformes gratuites comme Arte, arte.tv, eux ils sont très forts parce qu'ils ont un vrai système de recommandation. Enfin, un vrai. Ça ne veut pas dire que l'algorithme de Netflix n'est pas un vrai système de recommandation, mais eux ils le disent d'ailleurs, ils communiquent là-dessus. C'est pas des algorithmes, c'est des êtres humains. Donc ils essayent vraiment de faire du sur-mesure, de s'adresser aux spectateurs. Là où Netflix,
profusion de contenu et puis l'algorithme de temps en temps où tu dis en fait non, ça me parle pas vraiment, c'est un autre défi. Mais je suis d'accord avec toi, la recommandation du gars qui avait au Vidéo Club, ça remplacera jamais les algorithmes, comme quand tu vas chez le disquaire acheter un vinyle et que tu y arrives, tu entends quelque chose, tu dis putain, je connais pas, c'est quoi, et quelqu'un te parle et donne toujours envie d'acheter. Le lien humain finalement. Et le lien humain, il se crée notamment au cinéma. Donc allez au cinéma. C'est une très bonne manière de terminer cet épisode. Je suis hyper content d'avoir parlé avec toi, Jérémy, sur cette thématique qui me touche et vraiment qui me fait kiffer. Je pense qu'il y a pas mal de personnes chez Com aussi qui vont aimer cet épisode. N'hésitez pas à mettre un maximum de force, etc. Et puis on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Jérémy, à toi. Merci à toi. On peut te retrouver sur tes réseaux, LinkedIn, partout si on a besoin de te contacter. Ouais, sur mon LinkedIn et puis surtout un peu d'autopromo pour ceux qui s'intéressent au business du cinéma. Rejoignez Débriefing. Donc Débriefing, ça s'écrit comme un débriefing, comme un débrief mais avec film, donc c'est un joli jeu de mots. On est présent sur Facebook, sur Instagram et surtout on a un podcast hebdomadaire qui s'appelle Opening Weekend et qui revient sur les sorties, sur le box-office France, et on fait aussi un petit point sur le box-office américain international chaque semaine. Donc si le business du cinéma, si les chiffres vous intéressent, si vous voulez essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces chiffres qu'on agite à droite à gauche, c'est un bon moyen de commencer. On fait des interviews de distributeurs, d'exploitants, donc c'est partie plus business, mais ça fait lien avec tout ce qu'on s'est dit. Trop cool, je mettrai tout ça dans les commentaires sur les différents réseaux. Encore un immense merci à toi et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut!